N'avez-vous eu jamais l'envie d'aller à la rencontre de Carmen, cette dévergondée Castillane, issue de l'imagination de Prosper Mérimée, puis Bizet, célèbre cigarière travaillant à la manufacture des tabacs de Séville? Nous, si. Et nous avons confié à Victor de Macarena-Tours le soin de guider nos pas, et pourquoi pas, nous faire rencontrer Carmen, on peut toujours rêver. Et c'est ainsi que l'avion nous dépose à Séville ce 15 octobre 2023. Cœur de l'Andalousie, quatrième ville d'Espagne, entre le départ de Christophe Colomb en 1492 et l'Expo universelle de 1992, Séville a créé sa place dans l'histoire. Cette ville sublime est située au bord du fleuve Guadalquivir qui a contribué à sa fortune et sa gloire. Les Indes viennent d'être découvertes et les richesses arrivent par bateau du monde entier. Je vous propose de découvrir ensemble quelques joyaux architecturaux tels que le quartier Santa Cruz, le Real Alcázar, la Giralda, la cathédrale, la Tour d'Or, le quartier de Triana, la place d'Espagne et le palais de Las Duenas. Et nous terminerons par un spectacle de flamenco. Le quartier de Santa Cruz est l'ancien quartier juif de Séville. Autrefois, Séville avait la plus grande communauté juive d'Espagne. Depuis la reconquête de la ville par Ferdinand III de Castille en 1248, Ferdinand III attribua ce quartier aux Juifs. Ils pouvaient vivre en relative liberté. Mais au XIVe siècle, les choses tournèrent mal. Une période commença où la communauté juive fut chassée et même assassinée si les pratiquants refusaient de se convertir au christianisme. Au fil des temps, le quartier devient insalubre, admirablement restauré et remis en valeur au cours des dernières décennies. Allez, partons à la découverte des joyaux architecturaux de la ville, et cette vidéo n'a pas la prétention d'en retracer l'histoire, mais d'en montrer la beauté, ne serait-ce que pour vous donner l'envie d'aller les découvrir vous-même. Dans le quartier Santa Cruz, nous nous dirigeons maintenant vers le Real Alcázar, le château royal, Alcázar signifiant château en espagnol, dérivé du mot arabe Alczar. Découvrir la cathédrale et la Giralda par quelques terrasses secrètes et à découvrir la queue pour rentrer dans le palais, on appréciera le coup de fil de Victor. Classé au patrimoine de l'humanité depuis 1987, l'Alcázar se compose d'un ensemble de palais et de patios construits, décorés, rénovés par différents monarques au fil du temps. Le complexe du palais est en style mudéjar, un style architectural avec de nombreuses influences des cultures maures et chrétiennes. Il s'agit vraisemblablement du plus ancien palais encore en usage d'Europe. Bien que n'appartenant plus à la couronne d'Espagne, le roi Philippe VI y réside lorsqu'il est à Séville. Quelle magnifique dentelle de plâtre!
Dans le jardin de l'Alcazar, les Arabes ont su allier avec génie la végétation et l'eau. Les allées sont recouvertes de briques plates. Certaines d'entre elles sont percées de trous, d'où s'échappent des filets d'eau. Les jardins étaient jadis alimentés par un aqueduc, l'eau jaillissant d'une gouttière jusque dans le bassin de Mercure, qui faisait alors office de citerne. Au centre du jardin, le pavillon Charles Quint, de style mauresque, précède un labyrinthe dessiné par de hautes haies, charmant et moins complexe qu'il n'y paraît. On déambule sur la galerie du grotesque, une ancienne muraille qui se termine en cul-de-sac, mais surplombe agréablement le bassin de Mercure et le jardin de Choron. Sous Pierre le Cruel, une tradition consistait à boire l'eau des bassins dans lesquels les femmes se baignaient. Un jour, un des invités de la cour refusa de boire cette eau. Le roi s'en étonna, le courtisan lui répondit que s'il ne buvait pas la sauce, c'était de crainte de la trouver trop à son goût et de convoiter alors la perdrix. Direction la cathédrale en passant devant le bâtiment des Archives générales des Indes, construit en 1584, puis devant le palais de l'archevêque, construit à partir du XVIIe siècle. Et nous arrivons devant la Giralda, l'emblème de la ville de Séville. C'est la grande tour, 97,5 mètres et même 104 mètres avec le Giraldillo, superbement sculpté qui domine la cathédrale. C'était autrefois le minaret de la grande mosquée et un des bâtiments les plus hauts du monde. On voit bien la parenté qui existe entre ce monument et la Koutoubia de Marrakech, toutes deux construites au XIIe siècle. On est frappé par l'élégance et la légèreté que les arabesques et les aérations confèrent à cette tour, malgré sa large section carrée. Le nom de Giralda est une altération de Giraldia, nom de l'allégorie du triomphe de la foi qu'on a placé au sommet de la tour. Cette pièce tourne au moindre souffle de vent et c'est pourquoi les Sévillans utilisent le mot Giralda pour désigner une girouette au lieu de dire veleta comme dans le reste de l'Espagne. Une large rampe conçue sans escalier permettait aux muezzins d'aller à dos d'âne jusqu'au sommet du minaret. L'équivalent de 35 étages quand même. Et nous voilà au sommet, sous les cloches, nous allons admirer le superbe panorama de la ville de Séville.
Redescendus de la Giralta, nous sommes devant la cathédrale, dans un joli patio qui servait aux ablutions des musulmans. La cathédrale est bâtie à l'emplacement d'une mosquée, celle des Almohades au XIIe siècle, dont il ne subsiste que la Giralta, l'ancien minaret. Transformée en gigantesque cathédrale, troisième du monde par sa taille, la plus large de toutes les cathédrales gothiques, 130 mètres de long, 76 mètres de large et des voûtes qui culminent à 56 mètres. Un siècle pour la réaliser. Le maître-autel, 220 mètres carrés de figurines sculptées. En tout, 1500 figures ciselées dans le bois de cèdre, puis dorées, 300 à 500 kg d'or, furent utilisées pour recouvrir cette œuvre magistrale. C'est le plus grand rétable du monde, d'une richesse époustouflante, réalisé dans un style gothique fleuri. Voilà le tombeau de Christophe Colomb. À noter qu'il possède 2 tombeaux, un à Séville et un à Saint-Domingue. Mais des tests ADN, comparés à ceux de son fils ici présent, ont démontré qu'au moins 15% de Christophe Colomb étaient bien à Séville. On quitte la partie gothique de la cathédrale pour la partie Renaissance. Petite balade à pied dans les rues de Santa Cruz pour aller au Palacio de Las Duenas. C'est un véritable plaisir de se perdre dans ces ruelles. Et d'ailleurs, savez-vous que les merveilleuses placettes qui ponctuent le quartier de Santa Cruz sont pour la plupart l'œuvre de Napoléon. Au début du XIXe siècle, alors qu'il avait placé son frère sur le trône d'Espagne, l'empereur fit détruire de nombreuses maisons pour assainir un quartier alors insalubre. Le super palais de Las Duenas du XVe-XVIe siècle est l'un des joyaux de la ville et il appartient depuis 1612 à la maison d'Albe, très ancienne et très respectée famille aristocratique espagnole. Passé la grande cour, la façade principale dégouline littéralement de bougainvillées. On entre dans l'écurie, toujours en usage pendant la feria.
Dans le patio principal, profusion de colonnes en marbre, de chapiteaux, de stucs, de sculptures antiques, délicats azugelots du XVe siècle qui mènent à la fontaine centrale. Le palais a été déclaré bien d'intérêt culturel en 1931. La première raison de visiter Las Duenas sont les patios et les jardins qui sont splendides. Allez, vous prendrez bien quelques tapas. À pied dans le quartier Santa Cruz, nous rencontrons Don Juan. Et à propos de Carmen, elle a travaillé là. Cette ancienne fabrique de tabac datant du XVIIIe siècle abrite aujourd'hui l'université de Séville. Il s'agit de la deuxième plus grande construction d'Espagne, où travaillaient plus de 6000 cigarières, dont notre Carmen, qui a inspiré Prosper Mérimée. L'année 1950 marque la fin de l'activité industrielle et le début d'adaptation pour convertir le bâtiment en université. Pour l'exposition ibéro-américaine de 1929 et accueillir les dignitaires du monde entier, Séville construit un somptueux hôtel. Il fut conçu à l'origine pour être l'hôtel le plus luxueux d'Europe. L'hôtel Alphonse XIII comportait 280 chambres au départ, 150 aujourd'hui. Classé 5e catégorie, il a vu défiler les têtes couronnées, les chefs d'État et grand nombre d'artistes et de grandes fortunes. C'est un témoin extraordinaire des années 20. Et nous voilà au bord du Guadalquivir devant la Tour d'Or. Cette tour était à l'origine le môle d'ancrage d'une énorme chaîne que l'on tendait au travers du fleuve pour parer aux éventuelles incursions. Plusieurs explications à son nom, les plus fantaisistes y stockaient l'or revenu d'Amérique, mais plus vraisemblablement sur le compte d'un revêtement d'azuléjo doré dû à un mélange de chaux et de paille pressée. Les arènes de Séville du XVIIIe siècle sont célèbres pour leur architecture et la qualité de leur saison taurine, avec un point d'orgue lors de la feria. Il se dit que la forme ovale de la place provient d'une erreur de l'architecte, le plan original aurait été perdu. Il y a une trentaine de corridas par an, et le prix des places varie en fonction de distance par rapport à l'arène et à la présence de l'ombre. Nous allons à Triana en passant par le pont du même nom. Inauguré en 1852, c'est le pont du Carrousel à Paris, détruit en 1931, qui a servi de modèle.
Triana est à la fois mythique, tendance et populaire. Quartier historique du flamenco, de la céramique, ses rues pleines de charme invitent à la balade. Le marché aux frais vaut le coup d'être visité. On y trouve évidemment les merveilleux jambons andalous, Serrano le moins cher et le divin Ibérico, mais hélas avec des prix plus que dissuasifs. Mon épouse préférée sortira de cette boutique frustrée, n'ayant pas eu le temps d'acheter de merveilleuses petites tasses. Allez, on y retournera rien que pour ça. Plus à l'ouest, un lieu unique et étonnant conjugue deux patrimoines de haute cheminée au cœur d'un monastère. Ce monastère de la Chartreuse fut fondé au XIVe siècle suite à une apparition de la Vierge en 1248. Elle connut ensuite une histoire mouvementée. Christophe Colomb y séjourna pour préparer son deuxième voyage. Après sa mort, son corps repose pendant 30 ans ici. Quelques siècles plus tard, c'est Napoléon qui déloge les Chartreux et l'ensemble est transformé en fabrique de céramique en 1841. Il reste les hautes cheminées en briques dressées autour de l'église. Restauré en 1986, c'est maintenant le centre d'art contemporain. Il reste une partie des jardins des Chartreux. Cet arbre, un ombu, OMBU, aurait été planté par le fils de Christophe Colomb et il aurait 500 ans. Retour au bord du Guadalquivir pour y découvrir la Victoria. Ce bateau dont on voit une réplique faisait partie avec 4 autres navires d'une expédition menée par Magellan en 1518. La Victoria fut la seule à boucler le tour du monde en 3 ans et 29 jours quand même. Nous traversons le parc Maria Luisa, un lieu de promenade privilégié aménagé par un jardinier français prestigieux, Nicolas Forestier, en 1914 puis en 1929. Le jardin s'offre comme une suite de grands salons et de petites chambres. En 1929, ce jardin accueille l'exposition ibéro-américaine. Et voici la place d'Espagne, une des plus spectaculaires de Séville. Conçue pour l'expo ibéro-américaine, 1000 hommes ont participé à sa construction terminée en 1928. Elle couvre une surface de 5000 m², dont 3100 pour la place elle-même. Elle symbolise l'Espagne accueillant à bras ouverts ses anciennes colonies. 4 ponts consacrés aux royaumes de Castille, d'Aragon, de Navarre et de Léon relient la place centrale au palais, symbolisant l'unité politique.
Les ornements en céramique peinte sont adossés aux deux ailes et représentent les 48 provinces d'Espagne de l'époque. Pour le fun, cette place apparaît comme quartier général anglais en Égypte dans le film Lawrence d'Arabie, ou également de décor de Star Wars 2 et encore d'autres. Bon, vous n'avez pas un petit creux? Ben nous, si. Et nous allons terminer par la Casa de Pilatos, superbe palais construit au XVe et XVIe siècle, et peut-être la demeure seigneuriale la plus éblouissante de Séville. Dans le vaste patio principal, sous les arcades finement ouvragées, des superbes panneaux d'azuléjo, tous différents. Dans la salle du prétoire, les murs d'azuléjo sont d'une richesse folle avec des motifs moulés au plâtre et un plafond à caissons en bois sculpté. Cette pièce s'ouvre sur un jardin touffu, creusé d'un bassin cerné de roses. C'est une pure merveille, et c'est dommage que l'audioguide soit aussi rébarbatif quant à la quantité de détails inutiles pour un profane. Vous avez été studieux, vous avez regardé jusqu'au bout, alors voilà la récompense. Je remercie à nouveau Victor de Macarena Tour de nous avoir fait apprécier sa ville pendant 2 jours après une organisation préalable par téléphone. Il a été génial, une visite agrémentée d'anecdotes, et il a largement contribué à la réussite de cette escapade à Séville. N'hésitez pas à le solliciter, vous ne serez pas déçus.